Bonjour et bienvenue à nouveau sur Questions d'éthique. Nous nous retrouvons avec un débat sur la relation de soins, aujourd'hui particulièrement sur le secret médical et la confidentialité. Donc pour débattre de cette question, nous avons Anna Grazia Altavilla qui est juriste. Anna Grazia est avocat conseil à l'espace éthique méditerranéen et avocat au barreau de Torrente en Italie. Elle enseigne le droit de la santé et l'éthique d'ailleurs dans diverses universités italiennes. Pierre Lecause, philosophe, professeur agrégé de philosophie et chargé de cours d'éthique médicale au département de sciences humaines de la faculté de médecine de Marseille, membre du comité national d'éthique et directeur de la rédaction de la revue Forum de l'espace éthique méditerranéen. Vous avez participé à de nombreux ouvrages et notamment Le médecin et la mort, qui est votre ouvrage, ce n'est pas un ouvrage collectif, publié chez Vuibert. Jean-Robert Harlet, praticien hospitalier, chef de service de médecine interne à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous êtes professeur de sémiologie à la faculté de médecine de Marseille et responsable de l'organisation des enseignements du 3e cycle. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen. Et enfin, Roland Gory est psychanalyste. Vous êtes professeur de psychopathologie et de psychologie clinique à l'université d'Aix-Marseille 1. Vous avez publié une bonne dizaine d'ouvrages, dont ces deux-là, La logique des passions, chez De Noël, à l'origine Flammarion dans cette édition, et puis également La santé totalitaire chez De Noël, ça c'est le petit dernier, c'est celui de 2005. Vous en préparez un autre pour 2006, Roland Gory? Nous allons commencer tout de suite avec le secret médical. Oui, j'ai bien compris. Avec le secret médical et la confidentialité. Eh bien, je voudrais savoir à qui appartient le secret médical. Est-ce qu'il appartient aux patients, aux médecins? Peut-être faire un petit tour de table rapide. Oui, Jean-Robert Harlet. Un secret, je vous le confie. Donc, le malade confie un secret à un médecin. Il est donc, le médecin est lié à son malade par ce secret. Il ne peut lui demander d'être délié de ce secret qu'à la condition de le redemander au malade. Donc, très clairement, ce secret appartient à celui qui le crée, celui qui est le malade. Je crois que c'est assez simple de comprendre à qui est ce secret. Et effectivement, vous allez me confier votre secret, et puis c'est pour effectivement que je ne le divulgue pas. Oui, bien sûr. C'est bien la définition d'un secret. Et les difficultés vont arriver parce qu'effectivement, moi, médecin, je vais vous dire, attendez, c'est un secret, c'est vrai, c'est entre nous deux. Je ne peux effectivement me délier de ce secret qu'à la condition que vous dénouiez les liens de ce secret. C'est à vous, malade, d'accepter que je m'en délie. Et effectivement, dans la médecine actuelle, telle qu'elle s'exerce de nos jours, il nous faut rapidement, un, expliquer que ce secret est absolu, et puis qu'en même temps, deux, ce secret, accepter qu'il soit partagé. Alors justement, comment est-ce qu'on peut, Roland Gory, partager un secret tout en le gardant en quelque sorte? Est-ce que ce n'est pas une question un peu fondamentale mais complexe? C'est une question surtout paradoxale. Est-ce que j'adhère totalement à ce que vient de dire Jean-Robert Harlet? Un secret, presque étymologiquement par nature, c'est quelque chose qui est mis à part. Alors comment est-ce qu'on peut le partager? On peut le partager avec, je dirais, l'accord de celui qui vous l'a confié, et finalement, ça n'est plus un secret. Donc, il est totalement dénaturé donc, par ce partage. Alors, simplement, ce que je peux dire, là c'est moins concernant le secret médical que le secret, je dirais, thérapeutique dans la pratique psychanalytique ou psychologique ou psychiatrique. Je dirais que le secret, c'est quand même le minimum que l'on puisse attendre d'un praticien. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de dire que j'oublie systématiquement tout ce que les patients me disent, ça m'évite des indiscrétions. Oui, mais enfin, vous êtes obligé, parce que vous avez une pratique médicale un peu spéciale. La psychanalyse, c'est vraiment beaucoup d'écoute. Oui, si vous n'oubliez pas... pour moi, c'est une pratique thérapeutique, pas médicale. Merci. Oui, excusez-moi pour cette erreur. Effectivement, c'est une pratique thérapeutique. Mais je veux dire, si vous n'oubliez pas, vous ne pouvez plus continuer. Exactement. Tandis que le médecin, c'est pas tout à fait pareil quand même, non?
Oui, sûrement, mais si vous voulez, là on entre vraiment dans quelque chose de paradoxal euh, qui se pose, par exemple, concernant les équipes psychiatriques ou concernant les équipes médicales, effectivement, hospitalières, où là on peut considérer que c'est toute l'équipe qui peut être détentrice finalement du secret à partir du moment où un praticien qui a été mis dans la confidence, n'est-ce pas, n'est pas tenu de garder. C'est-à-dire, si un patient vous dit je ne vous le dis qu'à vous, il n'est pas question d'en parler à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, ce praticien se trouve en quelque sorte un peu séparé, si vous voulez, de l'équipe. Mais sinon, d'une manière plus générale, on peut dire que dans une équipe hospitalière, à ce moment-là, il y a une espèce de solidarité d'équipe qui fait que c'est toute l'équipe qui est le thérapeute. C'est pas seulement le praticien. Je ne sais même pas si c'est clair. Par contre, du point de vue psychanalytique, c'est exclu. Il est clair que, du point de vue psychanalytique, le secret, c'est la clé de voûte du traitement. Sinon, c'est pas la peine de poursuivre. Alors, ce secret, Jean-Robert Harlay, vous le partagez effectivement avec d'autres dans votre pratique, mais finalement, vous oubliez, un peu comme Roland Gori, quand vous passez à l'autre patient. Dès que vous passez à un autre patient, vous êtes obligé de faire le vide, et en quelque sorte, ce secret reste, puisque c'est terminé, on ne parle plus du premier, on passe au second, et ainsi de suite. Oui, c'est un aspect du secret qui est une dérivative du secret qu'on appelle la confidentialité. Effectivement, un des aspects que l'on peut rencontrer comme un véritable problème au sein d'un hôpital. C'est-à-dire que une relative promiscuité, par exemple l'existence de 2 lits dans une chambre, nous amène à avoir de réels problèmes de confidentialité, de partage ou non de secret médical. C'est vrai que quelquefois on n'y fait pas assez attention et je crois qu'on est obligé de se le rappeler. Lorsqu'il y a 2 personnes dans une même chambre, on sont capables quelquefois effectivement d'entendre ce qui se passe sur le lit à côté, et ça c'est un réel problème. Autre problème de cette confidentialité, et ça il y a un apprentissage qui doit être fait dans les équipes médicales qui partagent ce secret, c'est de faire très attention à certaines choses très simples, à ne pas répondre ou ne pas donner d'informations confidentielles au téléphone, par exemple, ou à une personne qui ne s'est pas présentée, ou à une personne dont on n'est pas certain qu'elle soit apte à partager une confidentialité. Enfin, il y a un certain nombre d'écueils qu'il faut savoir éviter. On a, par exemple, au sein des hôpitaux, nécessité de rappeler à l'ensemble des équipes médicales qu'un dossier médical, ça ne traîne pas sur une table accessible à toute personne qui passerait. Enfin, il y a des éléments de mise en acte de ce qu'est le secret médical et la confidentialité. Anna Grazia Altavilla, c'est écrit dans la loi, le secret? C'est quelque chose qui est noir sur blanc écrit, la confidentialité, le secret? Absolument, oui. Pas seulement dans la loi, c'est-à-dire que déjà les codes de déontologie parlent d'une obligation au secret médical, l'obligation du médecin de protéger la confidentialité du patient par les biais de l'obligation du secret médical, c'est-à-dire qu'il ne peut pas divulguer les informations concernant la santé du patient, mais pas seulement les informations qui ont été confiées au médecin, mais tous les éléments, tous les connaissances, les éléments dont il a eu connaissance, qu'il a vu, il a compris, il a entendu. Donc, ce n'est pas seulement les secrets qui ont été confiés au médecin qui ne doivent pas être divulgués. Par ailleurs, les secrets médicaux, en tant qu'obligation du médecin, et pas seulement du médecin, s'il y a des autres professions qui sont tenues au secret professionnel, par exemple les avocats. Moi, je suis tenue au secret professionnel. L'effet de transgresser cette secret pour cette obligation est pénalement puni. Donc, il y a un aspect, on va dire, d'abord, c'est les codes de déontologie médicale qui prévoient ça, mais il y a la loi pénale, les codes pénals qui prévoient les cas de transgression de cette obligation de secret médical, secret professionnel, mieux, on va dire. Et je dirais que c'est aussi l'autre
face du droit à la confidentialité des patients. Dès qu'on rentre dans un service hospitalier ou dès qu'on rentre dans un réseau de santé pour recevoir des soins, on confie les connaissances ou les informations sur notre propre santé à une équipe médicale, donc pas seulement aux médecins, et on parle en fait d'un secret partagé. Un secret partagé entre les patients et les médecins, mais aussi un secret partagé entre médecins, mieux professionnels de santé, c'est-à-dire infirmières, les personnes en fait qui font partie d'une équipe médicale. Donc, c'est bien évidemment les secrets médicaux. L'obligation, c'est une obligation, moi je dirais une obligation et un droit, comme chaque des éléments qu'on a analysés jusqu'à maintenant. Alors Pierre Lecoz, pourquoi c'est si important le secret? Qu'est-ce qui, d'un point de vue philosophique en fait, lui donne toute cette importance? Je pense que c'est en médecine, je reprendrai la même expression que Roland Gori a utilisée tout à l'heure à propos de la psychothérapie, c'est-à-dire la clé de voûte de la pratique médicale. Si un médecin ne garde pas les informations que lui a transmises le patient pour lui tout seul, alors ce malade n'aura plus confiance en son patient, en son praticien, et donc il hésitera à lui transmettre des données relatives à son intimité, et donc le médecin ne pourra faire qu'un diagnostic partiel, diagnostic approximatif, donc thérapie approximative. Donc c'est la fin de la médecine. Et on ne peut pas s'étonner de ce fait que le code absolu, a bien dit le professeur Harley, du secret soit déjà inscrit dans le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire, jamais je n'irai divulguer sur la place publique ce que j'ai entendu dans cette chaumière. Et j'ajouterai également que si le malade est humilié par la divulgation de ces informations sur la place publique concernant telle maladie honteuse, entre guillemets, alors il va sombrer dans un espèce d'abattement moral. Et donc, sur le plan strictement thérapeutique, cet effet sur son moral va se traduire par une altération de la qualité de la prise en charge. Donc moi, je verrais le secret non pas simplement comme un droit, mais, si vous voulez, comme une condition même de l'exercice de la médecine. Donc, sans secret, pas de médecine. Alors, la confidentialité, par contre, c'est une sorte de, comment dire, de variante. Comment vous voyez ça? Écoutez, là, je songe ici, en parlant de cette notion de confidentialité, au problème que soulève la préservation des éléments d'une maladie grave, transmissible ou héréditaire. Et il paraît immoral que le patient ne dise pas à son partenaire sexuel qu'il est porteur du virus du sida. Est-ce que le médecin doit bafouer le secret dans ces cas-là au nom de la non-assistance à personne en danger? Je ne fais que poser les questions. Je n'y suis pas favorable à la transmission au partenaire sexuel, parce que déjà, il faut savoir quel est le partenaire sexuel officiel, et je pense que là, alors là, on attaquerait vraiment la médecine sur son fondement, puisqu'il n'y aurait plus de gens qui iraient se faire dépister pour le sida, et qu'il y a une discrimination. Voilà, mais je vous dis ce que m'évoque cette idée de confidentialité, c'est un confinement, sachant qu'il peut y avoir des effets insidieux, et je pense notamment à des secrets en matière de génétique, puisque pour des pathologies d'origine génétique, le fait de retenir pour soi des informations peut avoir des effets tout à fait catastrophiques pour des apparentés, puisque eux ne pourront pas bénéficier d'une prise en charge. Pour reprendre cette idée de confidentialité, vous utilisiez le terme confinement, Roland Gori, confinement, mais aussi confidence, quelque part. Oui. Enfin, je risque de briser un petit peu là l'optimisme qui est le nôtre, puisqu'effectivement, je crois que l'éthique, les questions éthiques naissent des conflits de valeurs et des conflits d'intérêts. Alors, par rapport à ce que Pierre a indiqué, effectivement, il
peut y avoir des conflits de valeurs entre un principe, par exemple, de solidarité et un principe d'autonomie de la personne. Alors, je suis convaincu d'une chose, c'est que le secret thérapeutique ou le secret médical, c'est effectivement la clé de voûte de la relation thérapeutique. Vous l'enlevez, il n'y a plus rien. Ensuite, tout n'est pas de l'ordre du secret. C'est-à-dire que toutes les informations qui se construisent dans une relation médicale ne sont pas forcément de l'ordre du secret. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure ce que vous avez dit concernant justement le fait de ne donner d'informations sur l'état de santé de quelqu'un qu'en présence de ce quelqu'un. C'est-à-dire qu'avec la possibilité, n'est-ce pas, de lui attester que rien ne sera dit à un autre sans qu'il soit là. C'est un point qui, par exemple, est important dans les psychothérapies d'enfants également. La possibilité éventuellement de dire quelque chose aux parents, mais en présence de l'enfant, pour bien lui témoigner que rien ne sera dit qui le concerne, n'est-ce pas, dont il serait exclu. Donc c'est cela qui me paraît, si vous voulez, un point important. Mais encore une fois, s'il y a de l'éthique, c'est que justement les choses ne sont pas oui, aussi simple que ça, si bien sûr, bien sûr. Oui, c'est évident. Alors, ce secret et cette confidentialité sont vraiment indispensables, vous le soulignez tous, mais quels sont les risques pour le patient s'il n'y a plus de secret, s'il n'y a plus de confidentialité? Certains, comme vous, Roland, Pierre, disent à ce moment-là, le système s'écroule, il n'y a plus de médecine, il n'y a plus de thérapie possible. Sans aller jusque-là, est-ce que, dans des cas pratiques, par exemple, quels sont les risques d'un point de vue pratique, Jean-Robert Harley? De point de vue pratique, on peut les décliner sur plusieurs modes. Le premier d'entre eux, c'est celui d'une stigmatisation d'une maladie. Il est tout à fait clair qu'un malade qui est traité par moi pour un sida souhaite, et tout le monde en conviendra, naturellement, ne pas se voir exposé sur la place publique sans diagnostic. Une personne qui a une maladie cancéreuse donnée peut parfaitement ne pas souhaiter que cette information soit divulguée, par exemple, dans le cadre d'un contrat qu'elle aura à réaliser ou à discuter avec son banquier. Il est de très nombreux exemples qui peuvent prouver que vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis dans la vie de tous les jours, on ne souhaite pas avoir accroché à son dos un diagnostic ou un type de traitement, et que de ce fait, c'est très non pas dérangeant, mais j'emploie le terme stigmatisant pour dire que c'est quelque chose de très grave que de divulguer. Et divulguer veut dire qu'on ne sait pas où ça va. À partir du moment où on divulgue, plus rien n'est contrôlable. Il faut bien se dire que donner un petit peu, ça veut dire que, effectivement, je l'ai dit à ma boulangère, qui va le dire à quiconque est là. Il est tout à fait clair qu'il y a une voie d'amplification qui, à partir du moment où on a lâché ne serait-ce qu'un iota, va, par une amplification incontrôlable, amener des conséquences dont on n'est plus maître, bien entendu. Donc, le seul moyen d'être véritablement maître de ce secret, c'est de le tenir. Tout à fait. Alors, malgré tout, cette discrimination dont va souffrir la personne, le patient, dont le secret à propos de sa maladie, de sa pathologie va être divulgué, a-t-il des recours, Anna Grazia Altavilla? Est-ce que c'est compliqué? C'est à lui de faire la preuve que, j'imagine que ça doit être une sorte de parcours du combattant, que de vouloir se battre contre ceux qui, volontairement ou involontairement, ont ouvert la boîte et laissé entrevoir ce secret qu'en fait on aurait dû cacher. Je dirais que le secret médical, en tant qu'obligation du médecin, ne peut pas être transgressé sauf des cas exprès prévus dans la loi. C'est-à-dire que, sauf dans des cas précis, les médecins ne peuvent pas, même après la mort du patient, dévoiler les informations dont il a eu connaissance par rapport au patient même.
Et des exemples des exceptions sont faites, par exemple, dans l'intérêt, des dérogations à cette obligation sont faites dans l'intérêt, par exemple, de la personne. On pense quand il y a l'accord de la personne concernée, quand il y a, par exemple, des violences sur des mineurs ou des personnes vulnérables, à ce moment-là, les médecins peuvent dévoiler les informations dont il a connaissance avec l'accord de la personne concernée. Après, il y a l'intérêt de la société, entre guillemets, c'est-à-dire les médecins, il y a des maladies pour lesquelles les médecins sont tenus à franchir l'obligation du secret médical pour la santé, pour des questions de santé publique, entre guillemets, c'est-à-dire dans les cas des maladies contagieuses, des maladies qu'il faut traiter au niveau, par exemple, national ou international. À ce moment-là, les médecins sont tenus, par exemple. Pour des motifs judiciaires, dans ces cas-là, c'est les juges qui autorisent les médecins à dévoiler, à franchir cette obligation de secret médical. Et encore, on a dit donc un intérêt personnel du patient, un intérêt social et un intérêt d'autrui. Pour l'intérêt de soi-même, c'est-à-dire qu'un médecin qui est attaqué en justice, il peut franchir l'obligation de secret médical et montrer les dossiers médicaux pour se défendre. Et encore, la loi prévoit que les ayants droit peuvent accéder aux informations concernant la santé d'un patient qui est mort, par exemple pour défendre la mémoire du patient, pour vérifier les causes de la mort, ou encore pour faire valoir ses propres droits. Ce sont des cas spécifiques dans lesquels on peut passer outre l'obligation. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels qui sont vraiment encadrés très peu. Oui, peut s'affranchir de ce secret médical. Absolument. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels il doit s'affranchir du secret médical? Il doit s'affranchir sur requête d'un juge. Il doit s'affranchir pour des causes de santé publique, dans la plupart des cas. Ça dépend en fait du type de maladie. Il y a des cas dans lesquels c'est prévu par la loi qu'il y a une véritable obligation. Il y a la violence sur mineur, je crois aussi, qui doit être... Oui, il doit y avoir les consentements, c'est-à-dire que ce n'est pas une imposition, mais il doit y avoir quand même l'autorisation à dévoiler ce secret, parce qu'il y a quand même une décision partagée. Ça, le médecin a quand même tout intérêt à absolument. faire transmettre l'information concernant les sévices. Car je cherchais s'il y avait d'autres exemples à formuler. On parle bien de devoir, là. Il doit justement briser ce secret médical. On doit briser ce secret médical, mais de différentes façons. Et par exemple, dans les maladies transmissibles, on a une certaine liste de maladies infectieuses, par exemple, que nous avons devoir de déclarer. Ce sont des maladies à déclaration obligatoire, mais elles sont non nominatives. Et par exemple, si un malade chez moi a une tuberculose, j'ai obligation de la déclarer aux autorités compétentes, à savoir à la DRAS, parce qu'elle met en œuvre, non, surtout des éléments d'épidémiologie. Il y a une surveillance qui est faite de la rage, de la tuberculose, de la typhoïde et d'un certain nombre de maladies dont on sait qu'elles doivent véritablement être déclarées. Donc je suis délié d'un relatif secret, c'est celui de déclarer une maladie. Mais je ne déclare pas le malade, c'est-à-dire que je ne le déclare que sous la forme d'une initiale et on ne doit pas, je ne suis pas tenu de faire. Sauf si, effectivement, un malade ne veut pas se faire soigner. Là, j'ai la possibilité d'être délié de ce secret médical et de le déclarer nominativement. C'est le cas de la tuberculose, c'est le cas de la syphilis. C'est un cas qui est, par exemple, effectivement intéressant à donner parce que, en revanche, par exemple, pour le sida, je dois faire cette déclaration pour le sida, mais je suis dans l'interdiction de donner le nom du malade. Alors, Anna Grazia, vous êtes une spécialiste du droit européen. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Vous me pardonnerez de ne pas avoir souligné ce point très important en matière de santé et d'éthique. Dans les autres pays européens, ça se passe de la même manière? Le secret, c'est géré à peu près pareil ou c'est très différent? Oui, absolument oui. Parce qu'on parle d'un principe commun, que c'est la protection de la confidentialité, la protection au droit à la vie privée.
que c'était considéré comme un des droits fondamentaux de l'homme, déclaré dans la Convention 1950, la Convention européenne des droits de l'homme. Et depuis alors, il a été consacré à plusieurs reprises dans la plupart des textes européens. On parle de la Charte européenne des droits fondamentaux de 2000 et de la Convention européenne de biomédecine du Conseil de l'Europe. Et en fait, étant donné que tous les États européens, ils sont en train d'uniformiser leur propre législation au droit européen. Bien évidemment, dès qu'on a déclaré les droits à la confidentialité en droit fondamental, automatiquement, tous les États ils se sont conformés dans cette optique, dans cette perspective. Donc il y a un grand consensus finalement sur toutes ces notions. Tout à fait. Alors une dernière question peut-être pour conclure ce débat, et je me tournerai vers vous, Jean-Robert Harlet. Est-ce que le secret protège aussi le médecin finalement ? Je vois qu'il y a un grand silence. Peut-être quelqu'un veut prendre la parole à la place de Jean-Robert Harlet. Pierre Lecause, je vous en prie. Justement, de casuistique en éthique, un homme refuse de donner un morceau de foie. Il est le seul élément compatible d'une famille où une petite fille, sa propre fille de 4 ans, est appelée à décéder si... C'est un cas réel, ça? C'est un cas réel, oui. Est appelé à décéder si... La confidentialité. Voilà. Alors, on ne dit pas les noms. Je ne dis pas les noms, d'ailleurs, je serais évidemment incapable de les donner, heureusement. Et donc, si le père ne donne pas une partie de son foie à sa fille va mourir. Mais en même temps, c'est une opération, disons, de dernière chance. Il n'y a rien d'assuré. Autrement dit, le père va se mettre sciemment en danger, puisque une opération du foie, ce n'est pas anodin, et pour un résultat tout à fait aléatoire. Or, en ce cas, le père, ayant par ailleurs une aversion pour ce type de pratique, et aussi pour les chirurgies et les opérations de cette nature, demande au médecin de ne pas dire au reste de la famille, c'est-à-dire à la mère et aux autres membres de la famille, frères et sœurs, qu'il est compatible. Et donc, il demande même finalement au médecin de mentir. Car si la mère de cette petite fille lui pose la question de savoir si le père est ou non compatible et qu'il se retranche en disant « je ne peux pas vous répondre à cette question », ça veut dire qu'il l'est. Le soupçon va planer. Donc là, c'est en ce sens que si la population sait que de toute façon, un médecin n'a pas le droit de divulguer des informations, alors ce genre de demande est attaqué à la racine, puisque le médecin pourra dire, vous savez très bien, c'est dans notre code de déontologie que nous ne pouvons absolument pas transmettre d'informations. On a eu un débat par rapport à la nouvelle loi, parce qu'en fait, le fait de faire participer à plein droit les patients dans les processus médicaux qui lui concernent, ça signifie un petit peu faire venir moins ces secrets médicaux. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était seulement les médecins et l'équipe médicale à qui étaient confiées les informations concernant sa propre santé, qui ne pouvaient pas communiquer cette information. Maintenant, les patients, qui est bien évidemment informé, c'est incontrôlable. On ne sait pas à qui il va dire ça, parce qu'il n'est pas tenu en secret. Il dispose en fait de son propre droit, du droit par rapport à les données qui lui concernent. Et ça, ces questions s'est posées, par exemple, par rapport aux compagnies d'assurance, par rapport à les banques. Donc, il y a, en fait, on s'est dit peut-être, en reconnaissant un droit, finalement, aux patients, on fait que réduire la protection de la vie privée, de la confidentialité du patient même. Ça, c'est un point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est un débat qui est monté après l'approbation de la nouvelle loi, ainsi qu'après l'approbation de toutes les déclarations au niveau européen. Bien, eh bien écoutez, je vous remercie encore une fois pour ce débat très éclairant sur
le secret et la confidentialité, bien que le secret ne soit pas tout à fait levé, puisque quelque part, il reste encore beaucoup à dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce débat aujourd'hui, et puis on se retrouve demain pour le dernier épisode de Questions d'éthique sur le sujet de la relation de soins, avec le dépistage, la liberté individuelle et l'intérêt collectif. À demain.